Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur SME, le sens du voyage, le podcast de l'ESCAET. On est content de vous retrouver ici avec Thomas, ça fait le numéro 3. C'est le 3e, effectivement. On a tenu le coup jusque-là. Ouais. Et puis là, aujourd'hui, on a des invités de taille en plus, donc... Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Ça veut pas dire que c'était pas sérieux pour ceux d'avant. Mais là, ça va être encore plus sérieux. Je veux dire, on a des sérieux candidats en tout cas. Exactement. Bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui nous semblait important, c'était la gouvernance dans les entreprises. On s'est posé la question vraiment par rapport au management, quels étaient les besoins, surtout dans des entreprises qui évoluent, qui changent, un monde du travail qui est en pleine transformation, des jeunes générations qui viennent avec des attentes qui sont différentes des anciennes, etc. Et donc, on a voulu explorer ça. Mais avant tout, je vous invite à vous présenter. On va commencer par Eric. Qui es-tu, Eric ? Qui je suis je ne le sais pas moi-même. Donc, Eric Barthélémy, je suis l'un des cofondateurs et co-dirigeants de Viacsoft. Viacsoft, nous sommes un éditeur d'une plateforme en mode SaaS pour les acteurs du tourisme, donc une plateforme qui leur permet de gérer de manière globale leur entreprise. Et à part ça, je suis marié, papa d'une jeune fille de 15 ans. Alors, avant d'être dirigeant, tu avais quand même aussi une autre expérience ? Oui, j'avais une autre expérience. Alors, profil, je veux dire, assez traditionnel, entre guillemets, avec école d'ingénieur, et puis un premier job dans une société qui n'a rien à voir avec le tourisme, puisqu'on faisait de l'affacturage. Donc là, rôle plus chef de projet dans l'IT. Et ensuite, j'ai intégré un autre éditeur dans le monde du tourisme. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans le monde du tourisme avec un mode d'organisation traditionnelle. Et en 2008, ensuite, on a créé Viacsoft. On était trois fondateurs. Donc là, un changement de casquette entrepreneurial et avec tout ce que ça implique, on va dire, en termes de questionnement, et notamment, on va en parler plus tard, mais tout ce qui est organisation de l'entreprise, comment est-ce qu'on gère cette gouvernance, cette organisation, comment on manage, etc. Et juste pour avoir un état des lieux un peu plus vaste, aujourd'hui, Viacsoft, c'est combien de personnes ? Alors, Viacsoft, aujourd'hui, c'est 65 personnes. Principalement sur Marseille, on va dire, avec le siège qui est à Marseille, avec une 50aine de personnes et d'autres personnes à distance, en région montpelliéraine et parisienne, et voire Suisse, Dublin. Voilà, on a quelques personnes aussi un peu plus éloignées. Et quel a été le déclic de créer cette entreprise ? Alors, le déclic à la base, c'était comme j'expliquais, on est 3 fondateurs. L'idée, c'était d'apporter pas mal d'innovations sur le marché du tourisme. À la base, c'était donc une vision plutôt produit, plutôt technologique, où les produits étaient très fermés, ne discutaient pas avec leur environnement. Et l'idée, donc il y a 16 ans maintenant, c'était d'offrir un produit, on parlait de multicanal à l'époque, donc qui soit ouvert, qui puisse être appelé ou qu'on puisse appeler d'autres partenaires, que ce soit des partenaires métiers, comme des assureurs, des TO, des choses comme ça, ou des partenaires, je dirais, nécessaires aux entreprises, les moyens de paiement, voilà, tout ce qui peut être nécessaire à la gestion d'une entreprise du tourisme. Très bien, merci. Et toi, jeune homme, qui es-tu ? Je suis Laurent Gottman. Écoutez, j'ai le grand privilège de diriger cette école ESCAET qui nous accueille aujourd'hui et qui accueille ce podcast. Et je suis très heureux d'être invité ici. Merci surtout d'avoir donné l'opportunité et la naissance à ce podcast. Écoute, en tout cas, c'est justement peut-être libérer les énergies, faire confiance, déléguer et laisser faire les choses. Donc ça fait partie peut-être du sujet qu'on va aborder. Et en tout cas, c'en est une émanation. Et puis, avant de prendre la direction de cette école, 20 ans de management de transition. Donc, accompagner des chefs d'entreprise dans la gestion de crise. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, ayant moi-même eu une crise à gérer et ayant découvert les prémices de l'entreprise libérée, je me suis rendu compte que c'était une méthode de travail, une méthode de management qui pouvait être une solution dans la crise. Et donc c'est quelque chose que j'ai commencé à expérimenter de plus en plus. Et de management de transition en management de transition, j'ai testé, retesté, expérimenté comme un laboratoire des méthodes de management qui permettaient de sortir de la crise plus facilement, plus rapidement. Et puis j'ai découvert que ça créait du bien-être au travail, que ça créait de la motivation, que ça créait
redonner du sens aux collaborateurs, surtout dans le cadre d'une crise. Et donc, j'en ai fait une marque de fabrique en me disant, finalement, c'est quelque chose qu'il faut absolument savoir maîtriser, développer dans le cadre de la gestion de ces entreprises. Et est-ce que tu peux nous rappeler, parce que alors moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'un manager de transition avant de te connaître. J'ai découvert cet intitulé avec toi. Donc, est-ce que tu peux rappeler un peu à nos auditeurs en quoi consiste un manager de transition ? Alors, il y a plusieurs formes de management de transition. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, ça va dépendre du problème qui a été rencontré dans l'entreprise. Donc, en tout cas, celui que je pratique, c'est du management de transition dans de la PME, moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc la TPE-PME. Parce qu'on arrive après dans des systèmes de gouvernance un peu politiques, un petit peu plus complexes et qui demandent une autre agilité que je n'ai pas forcément. Donc moi, je me suis vraiment spécialisé dans le management de transition auprès de chefs d'entreprise qui sont déjà aux commandes de leur entreprise encore, qui n'ont pas de codir à proprement parler, qui n'ont pas de politique, mais qui sont confrontés à la réalité économique de leur entreprise. Et c'est pourquoi j'ai fait ça, parce que je me suis rendu compte que c'est là où j'étais le plus performant pour accompagner un chef d'entreprise dans la difficulté, puisque, en définitive, une des réponses qu'on peut apporter dans une entreprise en crise, c'est le changement de paradigme par le chef d'entreprise lui-même. Le fait que le chef d'entreprise change sa propre vision de son entreprise lui permet de gérer sa crise différemment. Donc le management de transition, c'est accompagner le chef d'entreprise là où il ne sait pas faire ou ne sait plus faire ou n'a pas le temps de faire. Donc je vais apporter une compétence, mais c'est aider le chef d'entreprise à faire une mutation également. Et c'est pas nécessairement une crise économique de l'entreprise, ou si forcément il y a une crise économique, ça peut être juste une crise aussi organisationnelle ou Le problème d'une crise organisationnelle, c'est que j'ai rarement rencontré des dirigeants qui, face à une crise organisationnelle, font appel à un tiers extérieur. Donc après, c'est la prise de conscience d'avoir recours à une aide extérieure. Donc c'est dans la crise, quand on est au bord du dépôt de bilan, au bord de la cessation de paiement, que généralement, là, on se dit, à défaut de trouver une solution, peut-être que quelqu'un peut m'aider avant que je tombe dans le gouffre. Donc on va dire on intervient plus dans des situations de crise à proprement parler, en tout cas des crises économiques. Alors, on va explorer ensemble justement comment sortir des schémas traditionnels. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer le schéma traditionnel d'une entreprise, son histoire en général ? Oui, alors je vois à quoi tu fais référence. C'est vrai que là, on va parler de l'entreprise libérée, mais c'est vrai qu'il y a l'entreprise, quelque part, tout le monde en a une certaine conscience, tout le monde l'imagine, l'entreprise. Et on se l'imagine en fonction des schémas qu'on connaît. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que les salariés, même les chefs d'entreprise, pensent l'entreprise comme une famille. C'est le schéma le plus évident, le plus simple. Un chef de famille avec des dirigeants de la famille et puis des collaborateurs de la famille. Et finalement, c'est très, très fréquent de se rendre compte que les collaborateurs se comportent comme dans une famille avec le chef d'entreprise. Et que donc finalement, il y a un schéma patriarcal, un schéma familial qui se met en place dans l'entreprise, qui est extrêmement naturel. Ça veut dire quoi ? Le collaborateur va essayer d'obtenir des bons points de son parent, du chef d'entreprise. Et puis, de l'autre côté, le chef d'entreprise, c'est très confortable parce qu'il peut asseoir son autorité de façon assez naturelle, simple, presque de façon transparente, en tant que chef d'entreprise paternel qui prend des décisions paternelles dans l'entreprise. Il peut le faire avec beaucoup de tact et de bienveillance, mais être quand même dans ce schéma. Donc, c'est pas forcément le schéma paternaliste fouettard. Ça peut être un schéma paternaliste bienveillant, mais quand même paternaliste. C'est-à-dire qu'il y a un comportement traditionnel du chef d'entreprise. En préparant cette émission, d'ailleurs, ça m'a fait repenser à mon expérience de dirigeant et dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et ça faisait vraiment résonance. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette hiérarchie qui est bien solide. Il y a des choses qu'on dit et qu'on ne dit pas ou qu'on ne peut pas dire parce que, etc., etc. Et vraiment, ça m'interpellait et je me disais, waouh, quand même, on a fait du chemin, quoi, en explorant ce travail dont on va partager aujourd'hui. On a fait beaucoup de chemin dans le monde de l'entreprise. Il y a eu beaucoup d'évolutions très intéressantes. Après, est-ce que toi, Eric, tu as retrouvé le schéma dont Laurent parle ? Et avant, est-ce que tu l'as vécu, on va dire, quand tu as commencé à travailler ? Et est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles tu as essayé, quand tu as développé Viacsoft, tu as essayé de mettre une autre méthode en place ? Ou pas forcément ? Ouais, alors il y a eu une évolution. Il y a eu, en effet, je rejoins Laurent sur la partie paternaliste, etc. Il y avait le patriarche un peu des entreprises, ça c'était vrai. Après, il y a eu une évolution avec
Ça venait un peu du taylorisme aussi, où on a voulu industrialiser un peu le monde du travail. Et alors, ça a été au départ dans les usines, et après on a voulu faire remonter ça dans les entreprises, on va dire, de services, etc. Donc, où on essayait un peu de gommer ce patriarche, mais on restait quand même sur un mode, et il y avait le Dieu Tout-Puissant en haut, et il fallait pas trop le contredire quand même. Et nous, moi je venais de ce monde-là, hein, très clairement. Tu faisais une école d'ingé à la fin des années 90, c'était un peu, même si c'était pas dit comme je vais le dire aujourd'hui, mais c'était un peu, il y avait les ingés qui étaient en haut, les ouvriers en bas, donc voilà, quoi, ils ont inculqué ça quand même. Et nous, alors, quand on crée Viacsoft, moi je venais de ce monde-là. Et alors, on n'a pas fait non, au début, on n'était pas du tout dans cette démarche intellectuelle, on n'avait pas ce recul-là. Lorsqu'on a créé Viacsoft, en fait, on était plutôt très pragmatique. On venait de ce monde-là. Et donc, les méthodes de gestion de projet informatique à l'époque venaient du taylorisme, venaient de cette façon de faire. Et on était très hiérarchisé. Et les premières phases de gestion d'un projet, c'était la rédaction des spécifications fonctionnelles. Après, tu passes à de la conception par des ingés, etc. Et du coup, on s'est dit, bon, on crée une start-up, si on se met dans ce mode de fonctionnement-là, on va y passer 9 mois, 10 mois, un an, je ne sais pas. Et au bout d'un an, on n'aura pas écrit une ligne de code, et au final, on aura du beau papier, on ne saura pas quoi en faire. Et à ce moment-là, en 2008, alors je parle un peu comme un vieux... Dinosaure. Ok, on ne dit pas de gros mots. Un vieux dinosaure, mais en 2008, tu n'avais pas la French Tech, tu n'avais pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur l'informatique, l'évolution. Donc, on a un petit peu regardé ce qui se faisait. On a vu apparaître l'agilité, donc ce qu'on appelle aujourd'hui les méthodes agiles, de Scrum, Extreme Programming, des choses comme ça, qui aujourd'hui sont démocratisées pour la partie informatique. Mais en 2008, on les voyait un petit peu émerger à Paris, Toulouse, Grenoble. Voilà, il y avait quelques pôles comme ça en France, mais c'est tout. Et donc nous, on s'est dit, tiens, ça nous va bien. On a fait venir un expert sur le sujet. Et on l'a mis en place, mais de manière au départ très mécanique, très théorique. On réfléchissait pas du tout à la culture d'entreprise, pas du tout à notre gouvernance. L'idée, c'était de délivrer. Et donc, l'agilité nous permettait ça, c'est-à-dire que c'était l'humain. Alors, pour les intéressés, vous regarderez, il y a ce qu'on appelle le manifeste agile qui a été rédigé en 2001. Et c'était l'humain plutôt que les process. C'était des choses comme ça, où on revenait à du bon sens, et donc on a mis en place ça, et donc l'auto-organisation des équipes. On a mis en place ça, donc, et ça a très bien marché, on délivrait très régulièrement, très vite, et au bout d'un moment, ça marchait tellement bien qu'on s'est posé la question de, justement, est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir pour le coup à notre gouvernance et en faire notre culture d'entreprise. Donc, je te coupe, juste au départ, c'était vraiment dans un souci d'efficacité, quoi. D'efficacité, oui, c'était délivrer très vite, en fait. C'était le time to market qui nous importait. Et ensuite, donc c'est là qu'on a commencé, et ça a coïncidé à l'écriture du livre Liberté et compagnie par Isaac Gates, etc. Et donc on a vu qu'en fait, ça se faisait depuis... c'était pas l'agilité qui était novatrice, puisque ça se faisait depuis très longtemps dans d'autres domaines d'activité, dans d'autres pays, mais y compris en France aussi. Et parfois les gens l'avaient pas non plus nommé, n'appelaient pas ça entreprise libérée, quoi. Ils avaient simplement leur mode d'organisation qui était le leur. Et du coup, c'est là qu'on s'est posé la question. Et donc on a réuni un petit peu on a demandé aux gens qui étaient intéressés, aux volontaires qui voulaient travailler avec nous dans l'entreprise, de se manifester. À ce moment-là, on a travaillé sur notre culture, on a défini avec notre culture quel devait être notre mode de fonctionnement. Et c'est là qu'on a vraiment travaillé sur notre gouvernance. À ce moment-là. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes une gouvernance agile, ou libérée, ou hybride ? Plutôt libéré, parce qu'aujourd'hui on n'a pas très clairement on a une organisation très horizontale en fait, avec quel que soit le service. Donc l'agilité est très prégnante sur la partie développement, ça c'est sûr, parce qu'il y a des méthodes un peu particulières. Mais aujourd'hui tous nos autres services, que ce soit notre comptabilité, notre support, nos chargés de clientèle, fonctionnent sur ce même mode, sans manager et avec une équipe qui va travailler sur son organisation. Alors nous, on les accompagne, on est là à leur service, en fait, quelque part, mais c'est à eux de travailler sur leur organisation. On leur laisse vraiment cette liberté
d'agir et de faire évoluer leur mode de fonctionnement. Et oui, Laurent, est-ce que tu peux, parce qu'en préparant ce podcast, tu nous as expliqué en fait un peu qu'est-ce que l'entreprise libérée, quels étaient les piliers un peu. Est-ce que tu peux nous dire toi quel a été ton déclic, à quel moment tu as découvert ça, et puis nous résumer un peu pour tout le monde en fait de quoi on parle en fait, qu'est-ce que l'entreprise libérée. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ça? Oui, alors, pour être honnête intellectuellement, il faut faire attention au terme d'entreprise libérée, parce que Isaac Gates lui-même dit qu'il en est prisonnier de ce terme que des journalistes lui ont plaqué, et ça a fait le buzz, et lui-même a du mal à se sortir de ce terme, parce que quand on parle de l'entreprise libérée à des collaborateurs, ils disent « Ah super, on va pouvoir décider », alors que c'est pas du tout ça. Donc c'est juste une petite précaution oratoire sur le terme d'entreprise libérée, mais on va l'accepter tel quel aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai découvert l'entreprise libérée comme certaines entreprises en France en 2008 avec la crise des subprimes. Et je me suis retrouvé dans une entreprise que je dirigeais. Et du jour au lendemain, j'ai perdu 50% de mon chiffre d'affaires. Et je me suis retrouvé démuni face à cette crise qui était monumentale à l'époque. Et j'ai eu un réflexe assez spontané, assez inattendu, qui a été de dire, au lieu d'être le patriarche qui trouve la solution, je suis descendu voir mes collaborateurs, je leur ai dit que je n'avais pas de solution, je ne savais pas quoi faire, et je leur ai demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour les aider dans leur travail au quotidien. Et en fait, tous les collaborateurs ont senti un changement, se sont sentis mobilisés pour trouver une solution, et finalement, au lieu que je sois le seul à chercher une solution, je me suis retrouvé avec une usine qui a cherché des solutions. Et on est sorti de la crise en 1 an. Le chiffre d'affaires de l'entreprise, 90% du chiffre d'affaires de l'entreprise ne se faisait pas 1 an auparavant. Donc, ça a été pour moi une solution de crise. De là, j'ai commencé à comprendre que je m'étais complètement trompé dans mon schéma et qu'en définitive, j'étais auto-limitant en tant que chef d'entreprise parce que les solutions étaient avec les collaborateurs. Et donc, c'est comme ça que j'ai rentré dans la thématique, dans l'expérimentation, de me dire finalement comment faire pour manager, diriger une entreprise en vraiment donnant la chance aux collaborateurs de créer de la valeur. Et donc, pour moi, le grand principe, c'est un renversement hiérarchique, c'est-à-dire que le chef d'entreprise, le manager, parce que ça s'applique même dans des services à des managers, c'est d'être au service de ses collaborateurs. Et de ne pas l'inverse. Les collaborateurs ne sont pas au service du manager. Le manager est au service de ses collaborateurs. Il a des pouvoirs parce qu'il a des pouvoirs décisionnaires, il a des pouvoirs budgétaires, il a des pouvoirs d'information, parce qu'on lui donne plus d'informations que ses collaborateurs. Donc là, il doit transmettre ses pouvoirs, mais il doit les remettre à ses collaborateurs pour que finalement les solutions, les initiatives, la qualité de service viennent de ses collaborateurs et pas de lui. Donc pour moi, c'est vraiment ce renversement-là qui est le symptôme qu'on est dans une entreprise qui fonctionne différemment, qui a changé son paradigme. Et une des choses qui paraît aussi très important à faire, alors là je parle plus pour la PME, la petite entreprise, où on a des patrons qui se sont donnés corps et âme pendant des années pour créer cette entreprise à bout de bras, et qui font une fusion entre la personne morale et le patron qui sont. Parce qu'au fond, ils se disent c'est moi l'entreprise. Puis tout le monde le dit. Tout le monde pense que c'est Monsieur Durand qui est le fondateur, patron de l'entreprise, et il y a fusion. Alors qu'en réalité, il ne faut pas oublier que la force des mots et le poids des notions de droit, c'est une personne morale indépendante de son dirigeant. Et on est tous au service de la personne morale. Le dirigeant lui-même. Le dirigeant est au service de la personne morale, comme les collaborateurs sont au service de la personne morale. Donc ça, c'est encore un point assez important qui illustre le changement de position du dirigeant. On ne travaille pas pour le dirigeant, on travaille pour la personne morale. C'est de désincarner son entreprise. Et de désincarner son entreprise, ça, c'est pour le savoir-être du dirigeant s'il veut commencer à initier un changement dans son entreprise. Eric, toi, est-ce que tu as désincarné ton entreprise ? Il faudrait le demander aux collaborateurs. Mais toi, comment tu le ressens ? Non, mais ouais, parfois, oui, je pense que oui, parce que aujourd'hui, je rejoins tout à fait Laurent sur cette notion. Alors, il y a un livre qui est intéressant qui s'appelle Le Servant Leader, qui parle de ce renversement justement de paradigme de la position du manager ou du dirigeant. Et je pense que c'est intéressant en effet de se dire, de se dire voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui au service de la communauté de l'entreprise et pas à mon service en effet en tant que dirigeant, etc. Donc ça, c'est vrai que ça change totalement la posture qu'on peut avoir dans l'entreprise et le fait que
on apporte son soutien aux équipes et qu'elles le ressentent aussi, parce que c'est souvent ça. On parlait tout à l'heure de hiérarchie, ce qui peut bloquer aussi dans les entreprises aujourd'hui, c'est que les collaborateurs ont peur de prendre des décisions parce qu'ils ont peur des sanctions, ils n'ont pas le droit à l'erreur, etc., etc. Donc s'ils sentent qu'un ou les dirigeants de l'entreprise sont à leur service, au contraire les poussent à prendre des décisions, à faire des erreurs, ça change totalement la prise d'initiative et c'est ça qui devient vraiment intéressant pour l'entreprise, parce que le dirigeant est plus là pour prendre toutes ces décisions, et surtout l'entreprise peut quand on atteint cette désincarnation, justement, l'entreprise peut perdurer même après le dirigeant historique. Donc ça pour nous c'est important. Je crois que chez vous, chez Viacsoft, il n'y a pas de hiérarchie, justement, enfin, peu, le moins possible. Mais du coup, il n'y a pas de leader qui apparaissent, qui émergent seul. Si, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi, quand je suis entré dans l'informatique, tu sais, on disait, on prenait le meilleur des développeurs et on disait, toi, tu vas être directeur technique. Et bien souvent, c'était une connerie, parce que le gars le voyait. Alors, je dis le gars parce qu'en informatique, on avait, surtout à l'époque, beaucoup de gars. Mais il le voyait comme l'unique façon de pouvoir progresser. Et alors qu'il était très bon développeur et que le poste en lui-même de directeur technique ou de manager ne lui convenait pas du tout. Alors que là, au contraire, on va voir émerger des leaders par rapport à leurs affinités. C'est-à-dire que moi, dans les équipes de dev, je vais avoir des devs qui vont être plutôt techniques, donc ils vont émerger sur ce côté leader technique. D'autres qui vont avoir une appétence technico-fonctionnelle, donc ils vont émerger sur une expertise fonctionnelle, etc., etc. Donc, au contraire, tu vois d'autres formes de leadership émerger. Et parfois, c'est une personne qui va être leader sur un sujet, parfois, c'est une autre qui va être leader sur un autre sujet. Donc, c'est ça qui, au contraire, devient beaucoup plus intéressant. Et du coup, sur le management de transition, Laurent, par rapport à ce que dit Eric sur le leadership, j'imagine que quand tu as affaire à des managers qui vivent une crise, des dirigeants qui vivent une crise, est-ce qu'ils arrivent, parce que parfois, ils ont une autorité qui vient par leur poste, par la hiérarchie, justement, et pas forcément parce qu'ils sont des leaders. Je sens que je suis en train de m'embrouiller dans ma question, mais est-ce que tu n'as pas l'impression... tranquille, tu vas finir par en trouver une. Je vais en finir en trouver. Voilà. Non, ma question, c'était... Est-ce que je t'aiderai à rebondir, merci, je sais bien. Je sais que tu es bavard, donc tu... Pour l'instant, je ne dis rien, j'écoute. La question qui n'arrive pas. Ma question, c'était, est-ce que finalement, pour passer d'une entreprise qui a un système un peu classique, on va dire traditionnel, à une entreprise qui commence à se mettre en place un système un peu plus libéré, on va dire. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que le dirigeant se connaisse bien lui-même et justement puisse accepter, parce qu'il va ouvrir le dialogue avec ses salariés. Ouvrir le dialogue, ça génère aussi parfois, ça peut générer potentiellement des conflits, des contradictions, etc. De quoi a besoin en fait un bon dirigeant pour commencer à mettre en place un système plus libéré ? Oui, on parle de transition, on va dire, entre un schéma traditionnel et une entreprise libérée. Comment ça se passe ? Alors évidemment, dans la crise, on est poussé par la peur quelquefois, ou on est submergé par les problèmes. Et donc, on va dire que là, ce sont des conditions particulières. Mais en définitive, ce qu'on va introduire dans un schéma traditionnel, c'est le libre arbitre, le lâcher prise auprès des collaborateurs. En fait, le grand principe, c'est de se dire qu'un collaborateur, c'est mieux qu'un manager ou le dirigeant lui-même. Un programmeur, j'imagine que c'est ton cas, Eric, un programmeur qui tous les jours est derrière son ordinateur connaît bien mieux, j'espère pour toi, connaît bien mieux le code que toi. Voilà. Oui, voilà. J'espère pour lui aussi. Et donc, à partir de là, si on a bien compris qu'en réalité, c'est le collaborateur qui est confronté tous les jours à son travail, même un ouvrier qui est confronté à sa machine-outil tous les jours, qui la connaît bien mieux que personne, finalement, il faut savoir lui faire confiance, lâcher prise, et le laisser prendre les décisions et les initiatives. Donc, finalement, c'est juste un petit changement très, 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 très subtil, qui est de ne pas suggérer, mais d'écouter, de proposer, de laisser proposer. Alors j'ai une petite anecdote d'ailleurs dans ce sujet, ça me fait penser. J'avais une usine qui découpait du bois tous les jours. Et on découpait des grosses planches de bois de 3 mètres par 2 et on devait en faire plein de petites planches. Et puis, évidemment, moi j'étais plus intelligent que tout le monde et surtout plus intelligent que mes ouvriers. Et donc, je me suis dit, je vais leur trouver un logiciel d'optimisation de découpe de bois. Et donc, je suis allé voir des éditeurs de logiciels qui m'ont expliqué que, bien entendu, eux étaient capables de faire des réductions de coupe de bois pour avoir réduit les chutes à 14%. On arrive à peu près à 14% de découpe de chute. Alors là, heureusement que j'ai une petite lumière qui s'est allumée. Je me suis dit, je vais quand même aller voir
combien j'ai de pourcentage de chute pour savoir quel va être mon ROI par rapport à l'investissement que je fais sur un logiciel, combien de temps il va me falloir pour que je rembourse le prix du logiciel. Mais j'étais persuadé que mon logiciel était la solution. Hein. Seul, je voulais savoir combien de temps j'allais économiser. Donc je me suis dit, je dois faire 30% de chute. Ça doit être ça, on va voir. Et donc un jour, je suis allé voir l'ouvrier, j'ai dit, voilà, vous avez une poubelle qui est ici, et donc je voudrais que vous pesiez le matin la poubelle, et le soir, et qu'on sache combien vous avez coupé de bois, et combien vous avez de chute. Je lui ai fait faire ça pendant une petite semaine. Et au bout d'une semaine, je suis allé voir les résultats. J'étais à 7%. Alors là, je me suis dit, j'ai un problème. J'ai rien compris. Donc je suis allé voir mon ouvrier, qui avait un petit problème d'alcool. Donc je me suis vraiment encore posé des questions en me disant, comment fait-il pour faire 7% de chute de bois, alors que moi, un logiciel performant m'en fait 14%. Et donc, je suis allé lui poser la question. Il m'a dit, c'est très très simple. Je regarde les cotes que je dois couper. Quand je suis à moins de 20 cm sur les longueurs, je les mets à côté parce que je vais les réutiliser. Quand je suis à plus de 15 cm, je les jette. Voilà. Il avait une pratique, une optimisation qu'il faisait depuis 20 ans. Et en réalité, il avait la meilleure optimisation qui était en fait liée à mon métier. Dans ce métier-là, dans cette expertise-là, cette optimisation était idéale. Donc là, j'ai compris qu'il savait mieux que personne ce qu'il fallait faire dans son métier. Donc c'est vraiment cette prise de conscience qui fait qu'après, on se dit, très bien, il faut laisser les collaborateurs prendre des décisions, des initiatives. Merci. C'est celui qui fait, qui sait. Voilà, ça peut être un grand principe. Exactement. Et en tant que dirigeant ou de manager, de pouvoir lâcher prise dessus, c'est vraiment, ça peut être un effort, mais ça peut être aussi, un relâchement, une reconnaissance. Le salarié se sent plus engagé aussi, reconnu. Et puis, pour l'entreprise aussi, il peut avoir des impacts extrêmement positifs. Alors moi, j'ai une question par rapport à le type de gouvernance que tu as mis en place. Donc, c'est une entreprise que tu as créée, que tu as commencé dès le début à vouloir mettre ça en place. Est-ce que, Laurent, justement, dans une entreprise qui a une histoire, qui a un vécu, de passer d'un modèle à un autre, quels sont les défis ? Comment ça se passe ? Franchement, c'est très très simple. C'est très très simple parce qu'on redonne du sens au travail, on redonne du sens aux collaborateurs, on redonne sa place. Et donc, il se réaligne automatiquement. À partir du moment où le manager n'est plus polluant dans sa prise de décision, dans sa privation finalement de liberté, et qu'il laisse le collaborateur décider là où il a plus d'expertise, ou qui même aura le réflexe de venir poser la question, de savoir si finalement, oui ou non, il est dans le juste, donc pour valider le collaborateur. Finalement, le collaborateur, il trouve ça beaucoup plus sain, beaucoup plus évident. Donc c'est naturel. En définitive, on revient à un mode naturel de fonctionnement. Ce qui n'est pas naturel, c'est de considérer que le manager sait ou que le chef d'entreprise sait mieux que tout le monde. C'est monolithique, c'est rassurant, puisqu'on se dit, voilà, on s'est pensé par la tête, et donc c'est exécuté comme c'est pensé. Mais en réalité, Lalou le dit très bien, Goetz le dit également, c'est un être vivant. Et l'être vivant, il faut que chaque membre de l'être vivant soit autonome et réagisse en fonction de son environnement. Et donc, à partir de là, on a une pluralité d'actions qui sont incontrôlables au niveau de la pensée. On ne peut pas penser tout ce que tout le monde va penser au titre individuel, mais la richesse va être la pensée individuelle de chacun dans le groupe. Donc, finalement, c'est ça qui va créer la richesse. Et alors, pour parler de transition, j'ai une dernière anecdote à vous donner, une autre anecdote à vous donner. C'est quelque chose que je fais très fréquemment dans l'entreprise, que je manage en transition, c'est de commencer lorsqu'on me demande comment on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, je pose la question, je dis, à votre avis, il faudrait faire comment ? Puis j'écoute, et puis je vais toujours dans le sens de ce qu'on me dit, puisque je vais pratiquer l'entreprise libérée en disant le collaborateur, c'est mieux. Donc je le fais une fois, je le fais 2 fois, 3 fois. Et puis au fur et à mesure, à chaque fois, les questions reviennent. Alors on fait quoi Monsieur Gottman, on fait quoi ? Je dis, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Il faudrait qu'on fasse ça. Alors vous faites ça. Puis je le fais comme ça de façon très régulière. Et je ne prends jamais de décision en définitive. Je ne fais que confirmer les décisions qui me sont apportées. Et un jour, généralement au bout d'un mois, ces collaborateurs viennent me voir et me disent, monsieur Gottman, j'ai failli vous appeler. Je dis, bon, et pourquoi ? J'ai failli vous appeler pour poser une question, savoir comment j'allais faire. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va me répondre ? Fais comme tu veux. Et à partir de là, j'ai dit, je vais le faire. Alors, ils trouvent quand même le moyen de me le demander, pour histoire de valider qu'ils ont bien eu raison de faire tout seul sans m'en parler. Donc ça, c'est le stade ultime. Et généralement, une fois qu'ils ont fait ça, qu'on a bien rigolé, ils ne me rappellent plus jamais. Eric avait parlé de ça aussi quand on avait préparé l'émission. Et moi, j'ai une question. Et quand la décision n'a pas été bonne, comment vous réagissez ?
Alors, nous, on a on a pas mal de valeurs, mais moi, il y en a deux qui, pour moi, sont hyper importantes, c'est la confiance et le droit à l'erreur. Moi, je préfère mieux qu'ils prennent une mauvaise décision et qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, etc., plutôt que de ne pas en prendre du tout et laisser le problème tel qu'il est. Voilà. Donc, c'est pour ça que le droit à l'erreur, pour nous, est hyper important. Et moi, je préfère mieux qu'on se trompe. On essaie de comprendre après pourquoi on s'est trompé. Donc, on a des rituels aussi, on appelle ça des rétrospectives, etc., où on va réfléchir à ce qui a fonctionné, pas fonctionné pendant un cycle de temps. Et du coup, ça nous amène à se dire, voilà, si tel problème survient à nouveau, on appliquera telle autre correction, etc., etc. Donc, vraiment, le droit à l'erreur pour nous, hyper important. Et est-ce que le système d'organisation que vous avez influe sur le recrutement que vous faites? Est-ce que ça influe sur Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre... Oui, très, très bonne question, parce qu'on s'est planté très souvent. En effet, on ne peut pas être sur un mode de recrutement tel qu'on le faisait avant, où on était, je sais pas, peut-être que moi avant je recrutais à 80% sur les compétences ou 90% sur les compétences. Aujourd'hui, je dirais pas qu'on a inversé la vapeur, mais on est au moins maximum à 50% sur les compétences. Et après, on essaie de voir si la personne va en effet bien s'intégrer dans ce type d'organisation, voir si la personne va s'y épanouir ou pas. Et d'ailleurs, alors, lorsqu'on recrute, nous, les entretiens sont ouverts à tout le monde dans l'entreprise. Donc, qui veut vient voir la personne qu'on va recruter. Moi, je la vois aussi. Et ensuite, on fait un débrief tous ensemble. Et si on a un doute, si l'une des personnes a un doute, on ne recrute pas. Voilà, et on n'est pas obligé de justifier ce doute. C'est vraiment, voilà, on considère que la personne ne va pas s'épanouir dans l'entreprise, ne va pas bien s'intégrer, donc on préfère ne pas recruter, parce que chaque fois qu'on a eu un doute et qu'on a recruté, on s'est aperçu que ça fonctionnait pas, mais peut-être pas tout de suite, mais au bout de 6 mois, 1 an, on voyait que la personne avait du mal à s'intégrer, quoi. Et donc ça, c'est voilà. Laurent, tu voulais réagir par rapport à si le salarié a pris une mauvaise décision, comment tu réagis? Je trouve que la question est un peu biaisée parce que quand tu dis a pris une mauvaise décision, alors la question c'est est-ce que la mauvaise décision était connue du manager avant ou pas? Donc si la décision n'était pas connue du manager, que c'était une mauvaise décision, c'est de l'apprentissage de tout le monde. Donc on va pas critiquer un collaborateur qui est face à une mauvaise décision dont personne n'a vu, n'avait imaginé possible que ce soit une mauvaise décision. Donc le vrai cas qui se présente, c'est lorsque le manager pense que c'est une mauvaise décision et que le collaborateur veut la prendre. C'est plutôt ce cas-là qui est intéressant. Et dans ce cas-là, je pense que c'est la bienveillance et la prévenance. Donc le manager doit dire, moi j'ai l'expérience qu'on ne prend généralement pas ce genre de décision. Et c'est là où il y a le lâcher-prise. Donc c'est informer, sensibiliser le collaborateur sur le fait que c'est peut-être une mauvaise décision, mais se laisser surprendre. Parce que quelquefois, on peut se rendre compte que... Et là où le manager a tort, c'est qu'il croyait que c'était une mauvaise décision, mais pas du tout. Et il a une opportunité qui va se créer. Donc je pense que là, c'est la collaboration, l'échange, et de dire, OK, on prend le risque ensemble. Super. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Lâcher prise. ouais. Et lâcher prise. Mais tu as de très très belles retours sur investissement. J'imagine. Parce que tu as des surprises, puisque finalement tu vas te rendre compte que tu es auto-limitant. Que toi, en pensant, tu ne t'es pas créé d'opportunité. Ouais. Et d'ailleurs, ça amène un peu les questions. Est-ce qu'il y a des limites? C'est quoi les limites pour la mise en place d'un système plus ouvert, etc., d'un système plus horizontal? Je pense qu'Éric a raison, on est peut-être passé un peu vite sur ce sujet, alors qu'Éric a répondu à mon avis très justement. On ne peut pas ne pas encadrer. Donc je pense qu'il y a une recette, un équilibre à trouver quand on délègue, quand on donne sa confiance, quand on essaie de renverser la vapeur. Il faut savoir maîtriser le cadre que l'on va donner en confiance. Si je donne à un ouvrier toute liberté pour gérer l'usine, il va être perdu. Il n'aura plus de repères et il va devenir contre-performant. Parce qu'on lui demande de prendre en charge une tâche qu'il n'a peut-être pas ni l'habitude, ni l'expérience, ni la capacité intellectuelle ou je ne sais quoi. Je ne parle pas pour un ouvrier, mais en général. Et donc, il faut savoir encadrer la liberté. Donc finalement, oui, on donne de la liberté à un collaborateur, mais à sa mesure, ce qu'il peut décider. J'ai 2 anecdotes pour ça.
La première, c'est une secrétaire à l'époque, on disait, à qui j'ai dit faites comme vous voulez, voilà l'objectif, et faites comme vous voulez pour l'atteindre. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. 6 mois plus tard, elle est arrivée, elle m'a déposé sa démission. Je lui ai dit mais Audrey, je suis super content de votre travail, vous êtes autonome, vous faites votre travail. Elle dit c'est insupportable, je ne sais jamais quand je fais bien mon travail. Je rentre le soir, je me demande toujours est-ce que j'ai bien fait mon travail. Et je n'en peux plus, je quitte. Donc voilà, c'est pour dire qu'elle aurait souhaité plus de cadres pour sentir si elle faisait bien ou mal son travail. Et puis après, il faut régler en fonction des capacités des personnes. Et ça, c'est où le manager de l'entreprise libérée doit trouver la bonne mesure pour libérer les énergies à bon escient et que justement, ça se passe bien en fonction de chaque personnalité, de chaque service, de chaque situation et de donner la liberté dans un cadre. C'est ça qui va créer des conditions favorables. Moi, j'ai envie de réagir par rapport au lâcher-prise. C'est super, très bien, mais avant tout, on est des êtres humains avec des émotions. Et il y a des jours où on le fait très bien, et il y a des jours où on est nul. Donc, comment on gère ça ? Parce que justement, l'entreprise est un élément vivant, le manager est un être vivant, le dirigeant aussi. Et donc, il y a des moments où il va être bon, et puis il y a des moments où il va être moins bon. Comment ça va être reçu vis-à-vis des salariés ? Comment on fait vivre cette élasticité, ces battements de cœur qui existent dans l'entreprise ? Alors, plusieurs réponses à ça. Déjà, en effet, nous sommes des êtres humains, donc que ce soit les managers ou les dirigeants, aussi. Donc, à un moment donné, il faut qu'eux aussi aient le droit à l'erreur. Tu peux pas... j'ai pas la science infuse, j'ai pas le... Donc, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc, on peut faire des erreurs, et ça, il faut se le dire aussi. Et ensuite, je dirais qu'il y a quand même la communication aussi qui doit être hyper importante dans tous les sens. Tu vois, nous, tous les 15 jours, on fait un petit déjeuner dans l'entreprise depuis très très longtemps, où là, on ouvre à tous les sujets sont les bienvenus, qui veut prendre la parole, etc. etc. L'idée, c'est de pouvoir qu'il n'y ait plus de communication top-down comme on pouvait l'avoir aussi, et que si un salarié se sent pas bien, s'il a envie d'aborder un sujet ou de présenter un sujet, qu'il puisse le faire aussi. Et l'idée, c'est de toujours avoir notre porte ouverte. Tu vois, moi, j'ai pas de bureau individuel. On est dans un bureau qui est partagé, mais à un moment donné, voilà, que les gens puissent aussi se sentir à l'aise de venir nous dire, voilà, t'as dit ça, je l'ai mal perçu, etc., etc. Ça doit être dans tous les sens. C'est que nous aussi, on donne du feedback, parce que c'est vrai que ce que disait Laurent aussi, c'est que nous, parfois, on a tendance à nous non plus à ne pas donner assez de feedback aux équipes. Donc ça aussi, c'est hyper important à tous les niveaux que le feedback puisse se faire de manière assez ouverte et toujours de manière bienveillante, polie, etc. L'idée, c'est pas de hausser le ton, etc. Mais de dire, voilà, là, t'as fait ça, j'ai pas compris ou j'ai pas apprécié, etc. Donc c'est vraiment qu'on puisse le faire de manière assez ouverte et assez directe. Et c'est ce feedback concrètement, comment vous le mettez en place Il y a une méthode très concrète pour... Non, alors c'est un peu c'est peut-être l'un des aspects qui me frustre le plus. On a fait des formations à ce sujet, mais au final, non, c'est plutôt de le faire en sorte qu'il se développe dans la culture de l'entreprise et de travailler sur un feedback assez, très direct, c'est-à-dire qu'on fait une réunion, on est tous les 4, on fait une réunion, Laurent va dire un truc que j'apprécie pas, bien sûr, je vais essayer de pas lui dire tout de suite que t'es pas d'accord, que je suis pas d'accord, etc. Donc je vais attendre la fin de la réunion, et là l'idée c'est quand même de faire un feedback assez rapide en disant voilà, tiens, t'as 5 minutes, on prend un café et on va discuter. Parce que l'idée, le problème qu'on avait dans l'entreprise, c'était aussi souvent ce feedback n'étant pas développé, on attendait, on ne faisait pas de feedback, etc. Et puis après, la pression montait, et après ça explosait. Voilà, il y avait des conflits larvés, donc ça, c'était aussi problématique. Donc là, l'idée, c'est de développer plutôt du feedback, alors qu'à tous les niveaux, dans tous les sens, mais ça, pour nous, c'est quand même l'un des éléments essentiels au bon fonctionnement de l'entreprise. Laurent ? J'aurais deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, je pense que le parler vrai, le parler juste du manager et du dirigeant, c'est véritablement une clé.
une clé très importante. Et parler vrai, parler juste, c'est dire les choses sans filtre, comme on le dirait au café du commerce. Et en définitive, moi je pense que le bon manager, c'est celui qui est capable de parler à ses collaborateurs, aussi bien dans un bureau qu'au café du commerce. C'est la même personne. Et je trouve que lorsque le manager ou le dirigeant arrive à vraiment se mettre au service de ses collaborateurs et à sa juste place au service de la personne morale, il ne vaut pas plus qu'un chauffeur de bus dans son entreprise. Le chauffeur de bus, le conducteur de la machine, le développeur n'a pas plus de valeur ou moins de valeur que le chef d'entreprise et le manager. Ils ont juste des métiers différents. Ils ont d'autres regards différents, ils ont des prises de décision différentes, mais finalement, ils prennent des décisions aussi importantes pour le client final. Le développeur en ligne de code, s'il se plante ou s'il n'a pas une bonne proposition, il ne va pas donner une grande satisfaction au client. Le manager, lui aussi, doit rendre service au client directement par les décisions qu'il prend, qui sont plus compliquées parce qu'elles sont indirectes, mais qui vont avoir un impact vis-à-vis du client. Donc on est tous logés à la même enseigne. Et je pense que si le manager, le dirigeant, sait parler tout simplement de parler vrai, parler juste avec ses collaborateurs, on a déjà un dialogue qui est bien plus enrichissant, bien plus juste. Et donc, à partir de là, comme tout le monde, on peut se lever de mauvais pied, ne pas s'entendre, pas être d'accord, etc. Mais on est en face de gens qui vous prennent à égalité. À partir de là, il n'a pas peur de vous parler, parce qu'il ne parle plus à une hiérarchie, il ne parle plus à une représentation hiérarchique, il ne parle plus à un chef d'entreprise, il parle à un collègue. Et moi, j'aime bien souvent parler de mes collègues. J'ai beau être dirigeant, manager, je suis avec des collègues avec qui j'échange le matin avec plus ou moins de bonheur en fonction de mon humeur. Et eux, réciproquement. Donc, je pense que voilà, ça c'est un point qui est vraiment important de savoir-être, de parler vrai à un collaborateur. Voilà. Tu avais utilisé d'ailleurs quand on avait préparé l'émission un terme qui m'avait interpellé, parler à l'homme. Et je trouve que ça c'est quand on dit collaborateur, tout de suite il y a autre chose. Il y a, je sais pas, c'est comme un outil de travail, un marteau ou un truc comme ça. Alors que là, parler à l'homme, ça avec veut un dire H majuscule. Avec un H, d'accord. Mais à la femme aussi. Majuscule, voilà. Je trouve que ce qui était intéressant, c'est que d'un seul coup, on redescend dans le cœur. Il y a un changement de posture qui se fait automatiquement. Et on essaye de se mettre, est-ce qu'on fait preuve d'empathie, est-ce qu'on fait preuve d'altérité, justement pour essayer d'être vrai, mais de considérer la personne comme un être humain avec des émotions, etc., et de respecter ça. Oui, alors on en a parlé au moment où on parlait de la séparation. C'est-à-dire que lorsqu'on est en manager ou dirigeant, on est amené à licencier des personnes, en tout cas se séparer de certains collaborateurs. Et c'est vrai que ça, dans le management de transition, c'est une situation fréquente que j'ai à vivre. Et donc il a fallu que je découvre, que j'élabore un savoir-être par rapport à ça. Et c'est vrai, c'est à cette occasion qu'on en avait parlé. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, en parlant à un individu d'homme à homme, d'homme à femme, merci. On s'entend bien. Oui, on s'entend bien. Avec des majuscules. Avec des majuscules partout. Bref, en tout cas, de se parler vraiment à cœur ouvert. En fait, il n'y avait aucune difficulté. Et je peux dire aujourd'hui que dans mon travail, j'étais amené à me séparer, à séparer l'entreprise de beaucoup de collaborateurs, parce que c'est un travail qui ne me concerne pas directement, qui concerne l'attachement d'une personne à l'entreprise et à un projet. Et je dois le dire, sans de grandes difficultés, à partir du moment où je me plaçais sur un autre plan que le droit. Le grand travers des managers et des dirigeants que j'ai rencontrés, c'est de dire j'ai le droit de licencier quelqu'un. Il a fait une faute, vraie ou fausse d'ailleurs, c'est juste un prétexte. Mais en fait, on sent que c'est se donner du courage pour prendre une décision qu'on n'a pas envie de prendre. Je ne connais pas grand monde, grands managers ou dirigeants qui ont envie de virer pour le plaisir. Je ne pense pas que ça existe, ou en tout cas ceux-là ne m'intéressent pas, et je ne les ai pas fréquentés. Mais je pense que chaque manager, dirigeant est confronté à un problème humain dans la séparation. Et le grand travers de ces managers ou de ces dirigeants, c'est d'utiliser le droit. Donc, j'ai le droit. À partir de là, c'est fini. À partir de là, c'est comme si c'était un jugement extérieur, objectif, de droit. La personne en face peut dire non, je ne suis pas d'accord avec ce droit-là, parce qu'il va s'opposer. Et du coup, le dialogue est biaisé. Terminé, on rentre en opposition. Si maintenant on parle de cœur à cœur et d'humain, en disant voilà, je ne veux plus travailler avec toi. Je ne veux plus travailler avec toi parce que je ne me sens plus dans les valeurs, je ne me sens plus dans ton comportement. On pourrait même dire des choses en disant je trouve que tu parles mal aux autres collaborateurs. Moi, ça m'est arrivé. Mais les gens, ils comprennent.
On parle du vrai. On dit, je ne veux plus travailler avec toi. Maintenant, je vais être impeccable dans l'exécution de la séparation. On va faire les choses bien, on va respecter la loi, on va faire tout dans les règles, dans les temps, et on va apporter toutes les solutions techniques à cette séparation. Mais ça, c'est après. C'est d'abord se dire les choses vraies, c'est-à-dire je ne veux plus travailler avec toi, ou l'entreprise ne peut plus travailler avec toi, ou ne peut plus t'apporter ce dont tu aurais besoin pour t'épanouir. Après, il peut y avoir plein de raisons, mais de parler vrai, parler vraiment de cœur à cœur. Et d'ailleurs, il n'y a pas que seulement dans les cas de séparation, mais aussi la reconnaissance entre pairs, c'est-à-dire aussi se dire merci, reconnaître le travail qui a été fait par des personnes, etc., sont aussi des approches importantes, non ? Absolument pas. Ah oui ? Oui. Pourquoi ? C'est très grave de dire merci. Ah ouais, moi c'est la première chose qu'on m'a appris. À part papa, maman, merci, s'il te plaît. Et si je le faisais pas, je me faisais engueuler. Ben voilà. Engueuler, ouais. Donc tu as un schéma hiérarchique, tu es Familial. paternaliste et familial, que tu appliques ouais. dans le merci. Il faut dire merci. Non, surtout pas. En fait, il y a un danger. Aujourd'hui, un manager ou un chef d'entreprise qui dit merci, c'est le père qui remercie. C'est le bon point. À quel titre tu vas dire merci ? Donc, il faut faire très attention. C'est une nuance. Je te taquine un petit peu en disant qu'il ne faut pas dire merci. J'ai appris à être poli aussi. Donc, je dis merci aussi. Mais la reconnaissance, elle peut être aussi à tous les niveaux, tu vois, de pair à pair. Parce que souvent, dans les entreprises, tu voyais des services qui se tiraient les uns sur les autres. Tu vois, avec moi, j'aime bien la notion de mur virtuel entre les services, là où, ah non, ben, je n'ai pas discuté à lui parce que telle équipe me saoule, etc. Et c'est vrai que quand tu arrives quand même à avoir cette reconnaissance entre équipes, etc., là, tu commences à gagner et à avoir cette... Mais la plus belle reconnaissance, Eric, c'est quand tu t'auto-évalues, quand tu comprends toi-même que tu as apporté de la valeur à l'entreprise. Oui, ça on le fait aussi, tu vois, dans les... Voilà, mais moi, je pense que le manager qui dit merci, ça a un risque. Voilà, on parle de nuance, un risque intellectuel. À part si... Moi, quand je dis ça, c'est... en fait, je ne fais plus la distinction entre le fait que ce soit le manager qui dise merci ou une autre personne. Tu vois, c'est tout le monde dans l'entreprise va dire merci à tout le monde. Tu vois, c'est pas c'est plus dans mon rôle de manager que je vais dire ça. C'est juste parce que je trouve que. Moi, je refuse en fait ce merci. Excuse-moi d'insister. Tu te fous la merde. Régale. Moi, je refuse le merci parce que c'est une pente savonneuse. Et derrière le merci du dirigeant et du manager, on parle bien du merci du dirigeant et du manager, il y a un grand risque d'interprétation. Voilà. Même si on le dit sans vouloir créer de rapport hiérarchique, même si on le dit sans vouloir être paternaliste, il peut être pensé comme tel. Et pour moi, c'est extrêmement compliqué et dangereux de dire merci à un collaborateur. Par contre, se réjouir ensemble de la réussite de l'entreprise, c'est très différent. Pour moi, je me réjouis avec mes collaborateurs de la réussite qu'on a eue dans tel et tel projet. Donc se réjouir ensemble, se réunir en disant voilà les bons résultats qu'on a dans l'entreprise, voilà les bons retours des clients, se réjouir ensemble et organiser la réjouissance, là je suis d'accord. Un bon manager, un dirigeant peut organiser la réjouissance collective à une réussite collective, à une réussite de l'entreprise ou à une réussite d'un service. Dire merci, c'est dangereux. Et donc, là, quand tu parles de la réjouissance, on va dans l'épanouissement général de l'entreprise ? Eh bien, quelquefois, les services sont opaques à la réussite. C'est-à-dire qu'il y a des services comptables qui ne voient pas la réussite. Enfin, si vous me direz que le service comptable peut le voir par le résultat. Mauvais exemple. S'il ne l'a pas vu, c'est quelque chose qui va pas. Et d'ailleurs, il ne sait pas compter. Dans une usine, j'avais des ouvriers qui connaissaient le chiffre d'affaires uniquement par le nombre de palettes qui partaient le matin. Ils comptaient le nombre de palettes et ils connaissaient le chiffre d'affaires qu'on faisait et ils savaient si ça allait bien ou mal. Donc non, je reviens sur ce que je disais. Mais oui, la réjouissance, quelquefois, de réussite d'un service par rapport aux attendus de l'entreprise, c'est bien de le partager avec d'autres services qui ne le voient pas. Et donc, ça fait partie vraiment d'un savoir-être collectif que de se réjouir des bonnes pratiques que l'on a, des services ou des personnes même pour lesquelles on peut se réjouir du travail qu'ils ont produit. Mais c'est vraiment la réjouissance et pas le remerciement. Très bien. Pour dire ce que disait Laurent et pour savoir comment ça se passe chez Viacsoft concrètement, cette transparence qui est nécessaire dans la communication, etc., elle va jusqu'où ? Est-ce que, par exemple, tu disais qu'il n'y avait pas de bureau fixe et que tout était dans un open space, etc. Est-ce que, pareil, sur les fiches de paye, tout le monde est au courant de qui gagne quoi ? Est-ce que sur les chiffres de l'entreprise, tout le monde est au courant de tout ? Non, on n'est pas allé jusque-là. Alors, sur les chiffres, on les communique à l'entreprise. Sur les fiches de paye, non. Après, sur les informations générales en entreprise, je dirais que oui, à peu près.
on a des espaces de documentation partagés où là ça reste assez ouvert. On utilise des logiciels de communication comme Slack, pareil, où ça reste assez ouvert dans les discussions de l'entreprise. Alors parfois même ça peut faire des discussions, parler de discussions de café sur Slack, ça se fait bien aussi. Donc, non, on essaie d'être, de donner le maximum d'informations. Après, là-dessus, l'idée c'est d'avoir les informations aussi nécessaires au travail à réaliser, etc. Qu'il n'y ait pas de retenue d'informations, pas de voilà. Là, c'est sûr que si on devait trouver quelqu'un qui retienne l'information parce que là c'est sûr que ça serait pour nous un feu rouge, quoi. Ça c'est sûr. Alors, d'utiliser les modèles de gouvernance que vous appliquez, quels sont exactement les bénéfices pour l'entreprise, pour les salariés, d'avoir un management aussi transversal, libéré? Alors, pour moi, les bénéfices sont assez immédiats et extrêmement riches, dans la mesure où, pour moi, c'est redonner du sens. Alors peut-être qu'aussi on profite quand on rentre dans ce nouveau management de l'antériorité qui a été une souffrance pour les collaborateurs, et donc ils vivent ça comme une libération. Mais véritablement, on se retrouve avec des collaborateurs, des salariés qui se sentent finalement mieux dans une sorte d'altérité entre eux et l'entreprise, eux et le travail. Il n'y a pas de tiers qui interviennent. Ils travaillent pour leur entreprise, ils font leur propre travail dans l'entreprise et ils s'autogèrent exactement comme ils l'entendent. Et donc, à ce titre, je pense que dans les bonnes pratiques du management libéré, il y a l'autogestion, la liberté de décider, la liberté de dépenser, la liberté de gérer son temps de travail. Donc nous, par exemple, à l'ESCAET, on a laissé la possibilité à tous les collaborateurs de prendre autant de télétravail qu'ils le souhaitent. On a mis quelques règles après. On a dit, bon, le jeudi, on essaie d'être là pour se parler et se voir. Et puis, on a dit, dans certains services, il y a besoin de continuité de service. Donc, il faudra peut-être être là quand les apprenants sont là ou autres. Mais ce sont des règles qui viennent s'ajouter après. Et d'ailleurs, chacun co-construit après son temps de travail et se sent totalement libre de le faire en fonction de ses contraintes personnelles, ses contraintes professionnelles. On part du principe que aussi une personne est unique et les problèmes personnels peuvent influencer la partie professionnelle et réciproquement. Donc on crée la perméabilité, on l'accepte, on la tolère. Un enfant malade, je suis désolé, aujourd'hui, quand on a un enfant malade, il faut d'abord s'en occuper avant d'aller travailler, quoi qu'on dise. C'est le juste. Et donc laisser la possibilité aux collaborateurs d'adapter leur travail, de trouver des solutions et en acceptant tout à fait d'aménager leur temps en fonction des contraintes personnelles ou autres, c'est tout à fait logique. Donc oui, on va créer beaucoup plus de sens, de justesse, et on va se retrouver avec des collaborateurs, membres d'une équipe, qui est beaucoup plus engagé, beaucoup plus investi, en voulant bien faire son travail, et plus libéré à le faire. Donc pour moi, il y a un gain de performance énorme. Et de résilience, en fait. Face à la difficulté, les personnes font face, trouvent des solutions. Et donc c'est beaucoup plus résistant, beaucoup plus aligné, beaucoup plus motivant. Et j'ai énormément d'exemples de collaborateurs qui étaient capables de me dire, d'ailleurs indépendamment du salaire, en me disant, mais peu importe le salaire, je ne veux pas quitter cette entreprise et cette bienveillance. Bon, je dirais que c'est vrai aussi pour les dirigeants, parce qu'on parle souvent de ce que ça apporte aux collaborateurs, et comme si c'était uniquement tourné vers eux, mais je dirais qu'il y a aussi cette posture de dirigeant qui est aussi plus... On est moins obligé d'être dans un rôle de patriarche, justement, de paternaliste, de ce qu'on veut, et quelque part, ça nous permet aussi parfois de dire je sais pas, quoi, je ne sais pas, quand arrive un problème qu'on ne connaissait pas, je ne sais pas, on peut y réfléchir ensemble, mais on est moins sous l'injonction aussi de la toute-puissance et du tout-savoir et de j'ai forcément la bonne réponse, quoi. Donc c'est sûr que ça amène aussi une certaine liberté, je pense, pour les dirigeants, et le fait d'être capable d'être dans une posture aussi peut-être plus naturelle. On parlait avant justement de cette dichotomie vie privée, vie pro, etc. J'y crois pas du tout. Donc en effet, quand on a un problème dans la vie perso, forcément ça va avoir des impacts. Donc je pense que aussi côté dirigeant, c'est assez intéressant et ça amène pas mal de choses. Et est-ce que chez Viaxoft, tu dirais que ça a un impact sur, par exemple, la longévité des salariés dans l'entreprise,
ou tu sais pas vraiment ou... Je sais. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'avant avant Covid, on avait très très peu de turnover. On a eu une période pendant le Covid où on en a eu pas mal. Alors, nous, c'est sûr que on connaissait pas ça, donc ça nous a surpris. Mais en fait, on était juste à des niveaux peut-être traditionnels. Et là, on revient à des niveaux assez bas. Donc, je dirais qu'après, voilà, nous, on ne mesure pas trop non plus. On n'est pas tout ce qui est KPI, etc. C'est pas trop notre tasse de thé. Donc voilà. Mais je dirais qu'aujourd'hui, on a des équipes quand même assez stables. On a des gens qui sont avec nous depuis le début. Donc bon, après, mais c'est pas forcément ce qu'on recherche aussi. L'idée, c'est que les gens s'y trouvent bien, s'épanouissent. Oui. Voilà, c'est le but étant là. Alors, dans une entreprise, on parle toujours du temps. Et on voit beaucoup d'entreprises qui sont souvent dans l'urgence ou pris par le temps ou qui courent après le temps. La mise en œuvre d'un tel processus de gouvernance, il y a évidemment une question de temporalité. Je pense que chaque entreprise vit différemment, a une culture d'entreprise qui est différente. Comment ça se passe ? Comment vous l'intégrez, cette notion de temporalité ? Je ne sais pas, quand on vient de l'ingénierie, peut-être qu'on a l'habitude d'avoir justement un projet en disant, ben voilà, date de commencement, date de fin. Comment on s'adapte à ça ? Il faut laisser le temps au temps. Quoi qu'on dise, peut-être parce que je vieillis, pour les gens qui écouteront et qui me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de très impatient à la base. Donc, mais je pense que pour ce type de changement, il faut laisser le temps au temps. Alors, il y a des choses qui vont aller très vite. Tout à l'heure, Laurent parlait de petits changements, en effet, de posture, ça va aller très vite. Les gens vont intégrer aussi ces modes de fonctionnement assez rapidement. Mais il va falloir aussi laisser le temps aux personnes de bien s'imprégner de la culture, de bien s'y faire. Donc je veux dire, moi, c'est pas quelque chose que je mesurerais par le temps. Par contre, c'est quelque chose que je dirais que là, dans une phase de transformation, je dirais que le rôle du dirigeant doit être d'être le garant de ça et de faire en sorte de lui, au contraire, de voir tous les aspects qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas et de dire attention, là on n'y arrive pas, donc pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas, donc d'accompagner ce changement. Je pense que, mais par contre il faut laisser le temps aux personnes. Il y a des personnes qui vont très vite s'épanouir et se plaire dans ce type d'organisation. Il y en a d'autres à qui il va falloir laisser plus de temps et bon, c'est très bien, quoi. Oui, moi je pense que, comme le disait Eric, il y a des choses, des nuances, des postures qui changent complètement très rapidement. Donc pour moi, je pense qu'on peut créer une nouvelle ambiance très rapidement. Après, aussi, je suis d'accord toujours avec ce que dit Eric, c'est que il y a des adaptations et les gens ont un processus d'adaptation qui peut être plus ou moins long. L'expérience m'a montré que après les collaborateurs ils partent. Il y a ceux qui ne s'y retrouvent pas et vont naturellement partir. Mais à partir du moment où on le fait avec bienveillance, écoute et échange, ça va se faire naturellement et il va y avoir de nouveaux collaborateurs qui vont arriver avec l'acceptation de cette culture. Donc finalement, moi je pense qu'il faut une petite année. Il y a des effets immédiats. Et puis, il y a une petite année de transition où, finalement, l'équipe va se reconstituer quasiment naturellement avec ceux qui ne s'y retrouvent pas, les nouveaux qui rentrent. Et il y a un point qu'on n'a pas abordé aussi aujourd'hui sur la posture du manager ou du dirigeant, c'est que, pour moi, ce qui est très important par rapport à la place de l'homme et de l'humain, c'est que le chef d'entreprise, pour moi, le manager, a pour mission d'adapter l'entreprise à la personne, et pas l'inverse. On ne change pas les personnes pour s'adapter à l'organisation qu'on a pensée. Ça, c'est le rôle du psy, et ça, ce n'est pas dans l'entreprise que ça doit se faire, changer les personnes. Par contre, le manager et le chef d'entreprise peut changer l'organisation de l'entreprise pour qu'elle s'adapte aux qualités de la personne. Alors ça, par contre, c'est très facile. Il suffit de changer la mission, changer le travail, changer le délai. Et donc, en fait, le travail de couturier du manager et de l'entreprise, du chef d'entreprise, c'est de comprendre les personnes avec qui ils travaillent, leurs forces, leurs faiblesses, et d'adapter l'organisation à la force et la faiblesse de chacun. Et c'est ce qu'on a dans un processus de recrutement. Quand on recrute quelqu'un, la première chose qu'on fait, c'est qu'on essaie d'imaginer les bouleversements qu'il va créer dans l'organisation, bénéfiques par son arrivée, et les changements qu'on va pouvoir faire dans l'organisation pour l'intégrer et s'adapter à la nouvelle compétence qu'on va intégrer, et changer le rôle et la place de chacun dans l'entreprise.
Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. Donc tout ça, c'est un processus un peu long qui font que il faut une petite année pour arriver à avoir une entreprise, une organisation qui est profondément modifiée. Et est-ce que vous diriez tous les deux que ce système-là, on va dire d'entreprise libérée, est quelque chose qui, à un moment, devient naturel dans l'entreprise? Ou est-ce que finalement, il est, le terme est un peu fort, pas contre nature, mais qu'il est nécessaire toujours d'être vigilant à ce que ça reste, ce système reste en place pour pas revenir à un système trop vertical au fur et à mesure des années, en fait? Est-ce qu'on, humainement, on revient pas systématiquement à un système plus hiérarchique, plus vertical? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas mettre des points de vigilance pour se dire, attention, là, on rebascule vers un système plus classique et il faut qu'on soit vigilant, en fait? Je dirais que les crises sont révélatrices de ça. C'est-à-dire que si tu traverses une tempête et que tu vois que tu reviens très vite à un système très vertical, là, tu vas te dire, bon, ok, c'est que ma culture n'était pas si développée que ça. Après, la vigilance, oui, toujours, parce que, comme disait Laurent, les personnes évoluent, les personnes changent. Donc, tu as des personnes qui peut-être étaient très bien dans ce type d'organisation, qui vont évoluer, qui vont vouloir peut-être, qui ont eu des changements dans leur vie, qui vont vouloir peut-être quelque chose de plus vertical et qui vont commencer à l'insuffler un petit peu dans l'entreprise. Donc ça, c'est là-dessus où il faut être assez vigilant, je pense. Ça, c'est le rôle, pour le coup, du dirigeant. Par contre, ouais, on parlait tout à l'heure, je ne crois pas à un changement si le dirigeant n'en est pas convaincu. Ça, c'est sûr. Le dirigeant, pour moi, ça, c'est le frein absolu. Donc, lui doit être le garant de ça et doit être vigilant à tous ces petits signaux faibles qui pourraient intervenir. Ça. Oui, alors je suis vraiment d'accord avec Eric sur la crise. La crise est significative et en fait, il faut partir d'un autre postulat, c'est que je ne connais pas aujourd'hui des personnes qui se lèvent tous les jours pour aller travailler le matin pour emmerder. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, ça, c'est un passager clandestin, il faut le virer tout de suite, point. Voilà. Mais on l'identifie. L'emmerdeur, il est clairement identifié, on lui dit... Bon, tu n'as pas ta place ici. Mais tous ceux qui, aujourd'hui, sont source d'une crise, d'une difficulté, d'une tension dans l'entreprise, c'est qu'ils ont un caillou dans la chaussure. Vous ne pouvez pas marcher 40 km avec un petit caillou dans la chaussure. Donc, c'est souvent un détail, c'est souvent quelque chose de mineur, mais qu'il faut aller chercher. Donc, le travail du manager, le travail du dirigeant, pour moi, c'est de tous les jours veiller à ce que les chaussures soient propres, qu'il n'y ait pas de cailloux dans les chaussures. Et un symptôme, c'est vraiment la crise. Donc je pense que ça reste un travail très très régulier, très important. Et effectivement, il y a l'évolution personnelle des collaborateurs qui eux-mêmes peuvent vivre des crises personnelles, qui peuvent polluer l'entreprise et inversement. Il peut y avoir plein de facteurs différents et variés qui peuvent arriver de plein de sources différentes. Et donc il faut savoir identifier les crises et travailler dessus. Donc oui, c'est un travail quotidien, c'est un travail de tous les jours. Et je pense que le savoir-être, savoir bien parler, malheureusement, le schéma hiérarchique paternaliste, il est tellement naturel que le naturel revient. Et on peut avoir une faute de quart, j'ai envie de dire, comme au ski, avec tout d'un coup, je te remercie, je suis fier de ton travail. Et alors là, blanc, avec grand plaisir, Laurent. Tu mets à plat pour moi. Des années de travail. Voilà, tu mets à plat le fait que tu t'es positionné tout d'un coup en patriarche, qui donne un bon point. Et une petite phrase, un petit mot, c'est vraiment un travail du quotidien, d'être à sa juste place. Je pense que c'est d'être un anti-héros dans son entreprise, c'est d'arriver à être un anti-héros, alors que naturellement, tout le monde te place comme un héros, que ce soit la presse, les collaborateurs, tout le monde a envie de te placer comme un héros, parce qu'ils ont aussi besoin de cette représentation. Et il faut faire attention à rester un anti-héros, parce que les héros, c'est les gens au quotidien qui travaillent dans leurs tâches vis-à-vis du client, vis-à-vis de leurs problèmes quotidiens, et c'est eux qui font travailler l'entreprise et qui font la qualité de l'entreprise, c'est pas le héros qui est en haut. Alors, tu as parlé de formatage, donc on va parler de formation, parce qu'on a été formé de cette manière-là, justement. Quel type d'approche pour accompagner l'ensemble des équipes dans cette transition au niveau de la formation? Parce que ce n'est pas juste l'histoire d'une baguette magique, il y a sûrement justement ce déformatage qui est nécessaire, ce changement de pensée. Qu'est-ce qu'on met en place au niveau de la formation pour permettre à l'ensemble des équipes à avancer sur ce chemin? Moi, je pense qu'il n'y a pas de formation, c'est un savoir-être du dirigeant. Le fait que le frein absolu, c'est le dirigeant qui n'a pas pensé différemment et le manager. Donc pour moi, les managers, chefs d'entreprise doivent avoir un savoir-être. C'est le savoir-être, la bonne posture, la bonne position. Donc
Je pense que la seule chose qui peut vraiment aider une entreprise dans la transformation, c'est éventuellement un team building avec son top management et une vraie remise en question. Mais généralement, quand on en arrive là, il faut virer la moitié du top management. Hein. Donc, parce qu'ils n'ont pas ce mindset en tête, parce qu'il s'est inscrit, parce qu'il est dans le temps. Donc il faut une crise, il faut une révolution dans l'entreprise pour arriver à faire ce retournement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais moi, c'est ce que je ressens. Hein. Bah, ouais, soit le dirigeant, en effet, arrive à accompagner son top management, mais tu sais, dans les boîtes, dans des organisations traditionnelles, il y a quand même les précarés, auxquels les gens sont attachés, le titre, tu vois, c'est tout bête, le titre, j'ai sur ma carte de visite, etc. Donc, lorsque tu commences à vouloir supprimer tout ça dans une entreprise, la place de parking réservée, des choses comme ça, donc ça, c'est des petits avantages qui font qu'à un moment donné, tu perds ton statut social. Donc c'est sûr que je dirais que c'était l'exemple que donnait Isaac Getz chez Favi, l'exemple français, où au début il a essayé de faire ça. Pour lui, c'était du bon sens, et il parlait pas d'entreprise délibérée, etc. Et puis quand il a fini par en effet virer son équipe de direction parce que ils étaient les plus réfractaires à ce mode de management. Mais oui, je pense qu'après, en formation, je vois pas trop. Je pense que c'est plus le dirigeant qui va essayer qui va avoir une ouverture d'esprit, qui va se renseigner, qui va voir quels sont les aspects positifs que l'entreprise va pouvoir en tirer, et donc c'est lui qui va être moteur, quoi. Voilà, je crois pas aux transformations qui viennent du bas, dans le sens où si le dirigeant est contre, il mettra toute son énergie pour que ça soit tué dans l'œuf, même si les équipes y voient un intérêt. Mais ouais, je vois pas trop de formation liée à ça, quoi. Bien, on va conclure avec une question sympathique. Nous aimerions savoir, comment vous imaginez l'entreprise de demain? À quoi elle va ressembler? Question pour un champion. J'aurais pu la préparer avant, celle-là. Parce que c'est vaste. Comment je la vois? J'ai du mal... En fait, j'ai du mal à voir un seul type d'entreprise, dans le sens où lorsqu'on lit, certains nous disent « Ah ben oui, tout le monde sera freelance, tout le monde sera ci, etc. » Moi, je pense qu'au contraire, l'entreprise, on va aller vers plus de pluralité dans les organisations. Je vois quand même une déhiérarchisation. À un moment donné, j'ai l'impression qu'on va vers ça, tout de même. Mais j'ai l'impression qu'il en faudra un peu pour tout le monde, en fait. Et donc, est-ce qu'il y aura qu'un modèle? Je pense pas. Je pense que plusieurs modèles vont perdurer. Mais avec... ce qui est sûr, c'est un changement de posture, en effet, du manager. Ça, je pense que, voilà, en gros, si je caricature, ça sera la mort du petit chef, et on va avoir plutôt, en effet, le servant leader dont on parlait en introduction, où le manager sera forcément au service de son équipe, au service de l'entreprise au sens large, et on renverse vraiment la pyramide. Et je pense que, voilà, on va aller vers ça, et surtout aussi une désacralisation aussi des services supports dans les entreprises. On n'en a pas parlé, mais certains services supports avaient pris un peu le pouvoir dans les entreprises, la compta, les RH, l'informatique, etc. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose où on va revenir à plus de bon sens, et se dire que c'est les gens qui sont vraiment les frontliners qui sont le plus importants, et toute l'organisation va être à leur service. Après, est-ce qu'il y aura un seul mode d'organisation globale? Je ne pense pas non plus, parce que ça dépendra de l'histoire de l'entreprise, de la culture, de tout un tas de paramètres, mais et surtout parfois peut-être des modes un peu hybrides aussi, avec des gens qui sont dans l'entreprise, à l'extérieur, etc. Donc je pense que au contraire, ça sera beaucoup plus ouvert que ce que ça ne l'a été. Moi, j'ai été frappé par Lalou, qui est un auteur dans l'entreprise libérée, et qui m'a fait comprendre la puissance de ce qu'est une entreprise libérée quand il a évoqué ce qui se passait dans l'organisme, en disant que l'organisme humain, avec un cœur, un foie, ils ne se parlent pas. Ils sont autogérés.
C'est-à-dire le foie fonctionne, le cœur fonctionne, les poumons fonctionnent et tout ça se coordonne. Mais ils font face individuellement à leurs difficultés et ils absorbent leurs difficultés. Puis après, sinon, c'est l'organisme entier qui essaye de combattre la difficulté. Et donc, on se retrouve avec finalement des services autogérés. Et je pense que l'entreprise est un être vivant, et l'entreprise de demain, c'est un être vivant dans lequel on est autogéré et où tous les services arrivent à s'autogérer, trouver leurs propres solutions à leurs problèmes, travailler entre eux. Et on a toujours besoin quand même d'un cerveau, donc on a besoin d'avoir une vision qu'on peut co-construire. Donc je pense que l'entreprise, pour moi, idéale de demain, c'est une vision où le chef d'entreprise co-construit sa vision avec ses équipes pour ne pas la construire seul. Et ensuite, une fois que la co-construction est posée, laisser à chaque membre de l'équipe une autogestion du projet pour aboutir à l'accomplissement de cette vision. Donc ça, pour moi, ça c'est vraiment l'entreprise de demain. Et on a en plus de plus en plus d'outils grâce au métier que fait Eric aussi, mais on a de plus en plus d'outils qui permettent de donner du pouvoir au service, du pouvoir aux collaborateurs. Donc d'avoir plein de marges de manœuvre, plein de possibilités pour s'autogérer et finalement créer de la valeur dans l'entreprise. Donc je pense que nos technologies, nos usages peuvent nous permettre et permettre à nos collaborateurs d'être encore mieux efficaces, plus autogérés, avec une vision co-construite. Messieurs, merci beaucoup. On ne dit pas merci. Ah, pardon. Je vous dis pas Là, merci. on peut dire merci. Non. Alors là, non, c'est vrai, heureusement que tu es là. Juste pour conclure, ça me fait beaucoup penser quand même à ce que vous racontez, fait beaucoup penser à la théorie de la robustesse qui a été développée par Olivier Amand. Et d'ailleurs, je vous invite à écouter l'excellent podcast qu'a fait François avec Olivier Amand. Et justement, sur cette notion de robustesse. En s'inspirant du vivant et de la biodiversité et comment fonctionnent justement les écosystèmes. Et ça rejoint un peu ce que tu disais par Frédéric Laloux. Comment fonctionne notre corps, comment il y a de l'interdépendance, mais aussi de l'interconnexion, mais aussi de l'autogestion, de l'autonomie, etc. Et donc voilà. En tout cas, un grand merci. Merci. Non, mais je recommence. Hein. Réjouissons-nous ensemble. Réjouissons-nous ensemble. Allez, je termine. Un grand merde. T'as du mal à lâcher prise. Merde. Merci. Merci beaucoup.